Bonjour, j'espère que vos âmes d'historiens sont bien connectées parce que le personnage qu'on va voir aujourd'hui a fait couler beaucoup d'encre et son nom a fait trembler des générations, mais pourtant il reste assez méconnu du grand public et des historiens eux-mêmes. L'absence de sources fiables nous empêche de retracer sa vie avec précision, mais on sait que ce fut un grand empereur, un assez bon stratège et un conquérant qui n'a peur de rien, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on parle d'Attila. Générique. On ne sait pas exactement quand est né Attila. Les historiens ne sont pas tous d'accord et chacun propose une date plus ou moins précise. Accordons-nous à dire qu'il est né aux alentours de l'an 400. Il est le fils du prince Munzuk. Ce dernier s'est opposé à plusieurs empereurs qui tentaient de conquérir son territoire pour coloniser son peuple avant d'être tué en 408. Plus tard, ses deux frères, Oktar et Ruga, les oncles d'Attila, régneront ensemble sur les Huns. Attila est donc issu d'une famille noble, mais pas forcément de dynastie royale. Très jeune, on lui enseigne le tir à l'arc et à monter à cheval. Conformément aux traditions, des bandages sont serrés autour de son crâne alors qu'il est encore jeune enfant, afin de déformer son crâne pour le rendre plus imposant. Alors oui, ça fait bizarre, mais en France on le faisait encore au 19e siècle. Enfin bref, Attila grandit en plein développement du peuple Hun. À sa naissance, les Huns sont des nomades venus d'Asie et installés en Europe. C'est un peuple relativement modeste, ils ont leur petite notoriété, mais aux yeux du monde romain et des autres royaumes, ils sont pas si inquiétants que ça. Mais quelques années plus tard et après plusieurs batailles, les Huns ont acquis un territoire beaucoup plus grand, et même les Romains s'inclinent devant eux. En 434, Ruga, le roi des Huns, décède, et ses neveux Bleda et Attila lui succèdent. Au début de ce règne, les Huns entament un traité avec l'Empire romain d'Occident. Ces derniers s'engagent à leur verser un tribut 2 fois plus élevé, à ne plus accueillir les ennemis des Huns, et à maintenir une alliance entre les deux puissances. C'est une victoire diplomatique pour les Huns, mais le problème quand on a deux rois, c'est qu'il y a forcément un moment où ils seront pas d'accord. Et justement, en 440, les Perses envahissent une partie de cet empire romain. Et alors qu'Attila tente un pourparler avec un représentant de Constantinople, son frère trahit ses alliés et les attaque. Attila se retrouve partagé puisque d'un côté, des Huns de son princier se sont réfugiés dans l'empire au couronnement des deux frères, et se rapprocher des Romains permettrait d'éviter que l'un d'eux revendique le trône. Et de l'autre côté, si son frère gagne la bataille, il y aura un butin à partager. Attila retourne donc sa veste au dernier moment et se place du côté de Bleda. Quelque temps plus tard, Attila attire son frère dans un piège et l'assassine avec l'aide et le soutien de nombreux généraux Huns et Romains, mais aussi d'autres rois qui prêtèrent leurs forces militaires pour cette occasion. Attila devient donc le seul roi des Huns. Il peut faire ce qu'il veut, gouverner comme il l'entend. Ce n'est qu'à partir de cette période que l'on a une description physique du souverain. Il est alors décrit comme un homme de courte taille, à la poitrine large et avec une très grosse tête. Il n'existe aucune vraie représentation d'Attila et toutes les images qu'on connaît sont fantaisistes et datent de bien plus tard. Et d'ailleurs vous voyez que c'est jamais le même visage. Il est aussi décrit comme quelqu'un de modeste, sans bijoux ni vêtements riches, qui mange dans une vaisselle en bois alors que ses invités ont droit à une vaisselle en or. Par contre il a de nombreuses femmes et on estime qu'il a aussi beaucoup d'enfants, même si on n'en connaît vraiment que 2. L'un d'eux, l'aîné, sera placé à la tête de la partie orientale de l'empire de son père. Au début de l'année 447, l'Empire romain oriental est touché par un gros tremblement de terre. Une partie de la muraille s'effondre ainsi que quelques villages et de nombreux silos servant à stocker la nourriture, ce qui entraîna la famine. Attila saute sur l'occasion et entame un grand pillage de l'Empire. Le peu de soldats qui s'opposent à son armée sont décimés. Il dévaste ainsi plusieurs régions, dont la Mésie et la Macédoine, et se rapproche dangereusement de Constantinople. L'empereur Théodose II concentre donc ses troupes pour protéger la capitale. Mais Attila pille tout ce qu'il y a autour de la ville et se barre sans l'attaquer en lui faisant un gros fuck avec un énorme butin. L'Empire byzantin se retrouve en mauvaise posture, l'empereur entame donc des négociations de paix et Attila, qui est visiblement très fort à ce jeu-là, obtient une augmentation du tribut, donc de l'argent que doivent lui verser les Byzantins, mais aussi un morceau de terre stratégique qui place les Romains en bien mauvaise position s'il l'obtient. Théodose prévoit alors l'assassinat d'Attila lors de la signature du traité, mais le représentant payé pour faire le boulot empoche les sous et dévoile son plan à l'ennemi. Théodose tente alors de faire durer les choses en proposant un autre accord, et en 450, après plusieurs années de négociations, les frontières ne sont pas modifiées, et les Romains augmentent encore leur impôt contre la libération de leurs citoyens prisonniers des Huns. Alors certes, sur ce coup-là, les Romains ont largement l'avantage, mais Attila a pris de l'assurance, beaucoup d'assurance. Peu de temps après, Théodose meurt et il est remplacé par un nouvel empereur, Markien, qui a clairement envie de faire changer les choses. Il fait un peu de ménage dans la politique à coups d'assassinats discrets et il compte bien mettre une dérouillée à ces barbares s'ils se repointent par là. Cependant, Attila commence à s'intéresser à la Gaule, et pour s'opposer à la Gaule, il faut s'opposer à l'Empire romain, mais d'Occident cette fois. Et justement, en 450, Honoria, la sœur de l'empereur Valentinien, fait appel à lui.
En effet, Honoria possède le titre d'Augusta. Alors c'est moche, mais ça veut dire que c'est elle qui a le pouvoir impérial. Le problème c'est que son frère l'a fait sortir en quelque sorte du circuit politique pour prendre le pouvoir. Honoria demande donc de l'aide à Attila et en échange elle lui promet le mariage. Ce dernier est content parce qu'on sait qu'il a un certain goût pour les femmes, mais surtout parce que ça lui donne l'occasion d'attaquer Rome. Il demande la main d'Honoria et il réclame aussi la Gaule. Valentinien refuse toute proposition et Marquien le soutient, allant jusqu'à lui proposer son aide alors qu'à la base ils sont pas super potes ces deux empires. Attila entame alors la conquête de la Gaule accompagné d'une dizaine de peuples germaniques, formant ainsi une immense armée. Il commence par attaquer l'ancêtre de la ville de Metz qui lui résiste. Au bout d'un long siège, une partie de la muraille s'effondre et la population se fait massacrer par les Huns, légèrement énervés qu'on ait pu leur résister autant. L'armée continue d'avancer, elle contourne Paris et se dirige vers Orléans. Mais une fois encore, c'est un long siège qui se met en place et la ville résiste à l'envahisseur. Et ça donne le temps aux Romains de mobiliser des troupes. Les Huns décident de les contrer et les deux armées se rencontrent près de Troie. La bataille fait beaucoup de victimes, notamment le roi des Visigoths, allié des Romains, mais la victoire est pour ces derniers et Attila échappe de peu à la mort. Pour lui, la conquête de la Gaule est un échec total. Il n'a rien conquis, il a perdu beaucoup d'hommes et une grosse partie de son butin. Sa réputation en prend un coup, mais dès l'année suivante, il se lance dans la conquête de l'Italie. Il passe donc par les Alpes en s'emparant de villes comme Padoue, Vérone ou encore Milan. Il reprend le dessus sur les Romains et l'empereur Valentinien finit par accepter des négociations. C'est le pape Léon Ier en personne qui signe un traité de paix avec Attila. Ce dernier s'empresse de signer déjà parce qu'il empoche un énorme butin, mais aussi parce que l'Empire byzantin profite de son absence pour envahir ses terres par l'Est. Il promet quand même de revenir l'année suivante si d'ici là on ne lui a pas donné la Gaule et Honoria. Mais unis, les deux empires romains sont trop puissants. Au début de l'année 453, Attila épouse une germanique appelée Ildiko. Le soir de la nuit de noces, pendant son sommeil, il est victime de saignements de nez, et comme il ne se réveille pas, il meurt étouffé, noyé dans son sang de nez. On est d'accord qu'après tout ça, c'est nul comme mort. Bon, certains historiens supposent qu'il a été empoisonné, mais comme on n'a pas de preuves, c'est juste nul. Attila est enterré dans un triple cercueil, un peu comme des poupées russes, sauf que le premier est en fer, le deuxième en argent et le troisième en or. Les hommes qui creusèrent la tombe furent égorgés et aujourd'hui encore on ignore où elle se trouve. Je vous invite vivement à la chercher, moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire.